On se retrouve aujourd'hui dans le format Ce qu'elle retient, qui est un format d'épisode dans lequel je donne la parole à une femme afin de partager ce qu'elle retient d'un événement de sa vie qui lui a permis de sortir de la spirale infernale des il faut aider, je dois, tout ça dans le but de se créer une vie épanouissante. Et justement, j'ai eu le plaisir d'interviewer Sandrine Planchon qui te partage ce qu'elle retient de son rapport à la santé mentale. En effet, la santé mentale est tabou, ça fait peur. Parler à son entourage, à ses collègues ou à sa hiérarchie qu'on souffre de dépression, d'anxiété, de syndrome de stress post-traumatique, de burn-out, eh bien ça fait faible, ça fait chochotte. On nous dit qu'il faut prendre sur nous, hein, arrêter de trop s'écouter et commencer à se mettre des coups de pied au cul. Or, la santé mentale étant étroitement liée à la santé physique, eh bien ne pas prendre soin de soi, finalement, ne pas prendre soin de sa santé mentale, c'est s'exposer à des maladies tant mentales que physiques. Et donc, si tu es curieuse de savoir comment Sandrine est parvenue à prioriser sa santé mentale, je te laisse découvrir notre échange et bonne écoute. Bienvenue dans Ce que je retiens. Si toi aussi tu en as marre des il faut et des je dois, si tu en as marre d'avoir peur d'être jugée et critiquée pour tes choix de vie et que tu souhaiterais être plus sereine au quotidien, tu es au bon endroit. Je m'appelle Camille Lebeau, je suis coach de vie certifiée et je m'appuie sur les neurosciences, l'autocompassion et la communication non violente. C'est parti. Salut Sandrine. Salut Camille. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors, comme dit à l'instant, je suis Sandrine, j'ai 38 ans, j'habite à Paris. Je suis, coach dans ce que j'appelle la prévention en santé mentale et du coup, je suis aussi secouriste en santé mentale et après avoir passé 15 ans dans différentes entreprises côté RH, plus spécifiquement dans tout ce qui est monde de la formation, du développement, j'ai décidé de réaliser mon rêve d'adolescente, c'est-à-dire de monter ma propre entreprise qui s'appelle Human Minds et l'idée, en fait, c'est d'accompagner les personnes à pouvoir faire une pause, à lever le pied, surtout quand elles en ressentent le besoin. Idéalement, qu'elles n'attendent pas le dernier moment, mais en tout cas pour les aider à s'autoriser à, parce que je pense que tu es bien placée pour pour savoir qu'avec toutes les injonctions qu'il y a, s'autoriser une pause, c'est pas toujours une mince affaire et du coup, de le faire dans un contexte bienveillant et pour ça, bah, je propose du coaching individuel et en parallèle, j'organise ce que j'appelle des week-ends déconnexion qui sont dans la veine de ce qu'on connaît aujourd'hui, les retraites, bien-être et qui permettent justement, bah, de souffler au vert, de faire des activités manuelles, sportives, et à travers le coaching, en parallèle de, pouvoir, travailler sur, ce que la personne a besoin pour trouver son propre équilibre. Merci beaucoup d'avoir, accepté cette interview pour parler, des il faut et des je dois en ce qui concerne la santé mentale. Vaste sujet rempli d'injonctions sociales dans notre société. La première question que je voulais te poser, c'est avant d'arriver à prioriser ta santé mentale, où en étais-tu dans ta vie? Quels étaient tes, il faut et tes je dois justement en matière de santé mentale? Bon, déjà, merci à toi de m'avoir invitée sur ton podcast, j'en suis ravie. Alors mes premiers «il faut» et «je dois», ça a été, il faut que je sois là pour les autres, il faut que je sois parfaite, qui était très lié au «je ne suis pas assez», donc il faut que je sois parfaite. Il y avait aussi ce truc autour de «je dois me mettre la pression», donc ce qui générait beaucoup de stress. Et puis un «je dois» auquel j'avais pas pensé en amont en préparant le podcast, mais auquel j'ai pensé tout à l'heure, quand tu mentionnais le fait de parler, librement dans le podcast, c'était ce, «je dois parler moins» et ça, c'est c'est une injonction, qui voilà, qui a tendance aussi encore aujourd'hui à interférer dans ma vie, mais beaucoup moins. Mais ouais, ça a été les injonctions principalement, que j'ai connues depuis un certain temps maintenant, quoi. Et comment ça se matérialisait au quotidien pour toi justement ces il faut et ces je dois? Bah, sur le côté de la parole, ça a fait que, je cherchais à parler, très, très vite parce que, je me disais qu'il fallait pas que je parle trop, mais comme j'avais plein de choses à dire et que ça a pas vraiment changé, bah, du coup, je me disais: «OK, faut que je parle extrêmement vite pour dire tout ce que j'ai à dire». Sur le côté de pas être assez la perfection, bah, ça fait que j'étais extrêmement dure avec moi-même et que j'étais, capable de jamais avancer sur certaines choses parce que je considérais que c'était jamais assez bien, en fait, hein, et du coup, j'y pensais tout à l'heure, c'était intéressant parce que,
finalement, je pense que c'est ça qui a généré aussi beaucoup de procrastination sur certaines choses parce que comme la perfection n'existe pas, forcément, il y avait ce truc de, bah, tant que la perfection est pas là, je lance pas, j'y vais pas, mais bon, du coup, ça fait qu'on n'y va jamais, quoi. Donc il y avait ça et puis même, tu sais, physiquement, les impacts, il y a tout ce truc autour de, des nœuds à l'estomac, enfin des brûlures d'estomac, enfin liées à la pression que je pouvais mettre, ça cogitait constamment, alors je suis de nature à beaucoup cogiter, je pense que ça fait vraiment partie de ma personnalité de me poser beaucoup de questions et cetera. Mais si on rajoute en plus la pression que je pouvais mettre par-dessus, en fait, ça faisait beaucoup trop de pression pour un corps, quoi. Donc forcément, les maux de tête que j'ai souvent eus, très jeune, aujourd'hui avec le recul à 38 ans, je me dis: «Bah, peut-être que c'était un petit peu lié à ça aussi». Donc heu donc voilà, ouais, ça avait des impacts à différents niveaux, quoi, Et justement, quand tu dis que tu t'auto-censurais en fait, parce que voilà, tu disais, je j'ai pas, je me forçais à pas parler autant que naturellement ce que je peux faire et cetera. Quand tu disais que, tu étais à la quête, en quête de perfection, en te mettant une pression incroyable, en voyant que ça ne suffisait pas pour passer à l'action et tu continuais de procrastiner, et qu'en plus tu disais: J'étais très dure avec moi-même et cetera» et que du coup aussi tu avais tout un tas de symptômes physiques, tu parlais de maux de tête, de brûlures d'estomac. Niveau santé mentale, en fait, tu te sentais comment? Tu ressentais quoi comme émotion, principalement à ce moment-là? Bah, il y avait beaucoup de peur, hein, clairement, parce que, si on fait le lien avec, la parole, il y avait ce truc de, bah, comme je disais, peur de trop parler, peur de déranger. Il y avait aussi, bah, du coup, la peur de pas, quand on parlait de la perfection, tu vois? Peur de que ce soit pas justement, que ce soit pas parfait. Quand je te parlais tout à l'heure de devoir être là pour les autres, c'était peur de pas être assez là pour les autres et ce qui est intéressant, c'est qu'avec le temps, parce que ça enfin quand ça a commencé, j'en avais pas conscience, c'est comment ça a pu, générer de la colère parce que je suis de nature à vouloir je suis dans une énergie de changement, constamment. J'aime que les choses trouvent des solutions, que les problèmes trouvent des solutions mais du coup, j'avais comment je peux dire? Toutes ces toutes ces peurs sur lesquelles enfin, ça générait des situations pas très agréables et du coup, que je voulais changer, mais que j'arrivais pas forcément. Du coup, ça je pense qu'intérieurement, tu vois, ça générait de la colère, mais comme je te dis, que j'avais pas conscience, avant, quoi. Donc voilà, il y avait beaucoup de stress, mentalement, c'était ce truc d'avoir constamment la tête, pleine de choses auxquelles il fallait que je fasse attention, que ce soit vis-à-vis de la perfection, vis-à-vis de me dire: «Faut que je sois là pour les autres, donc c'est quoi le besoin de l'autre?» et tout ça. Donc autant dire que là-dedans, il y avait pas d'intention posée sur mes besoins à moi, c'était constamment sur ceux des autres mais en même temps, j'aimais bien parce que je trouve ça cool de s'occuper des autres. Bien sûr que c'est très, très chouette de s'occuper des autres. Mais effectivement, ce que tu dis, c'est que finalement, tu visais la perfection, dans plein de domaines et notamment, tu avais, tout un tas de peurs, la peur de pas être assez proche, de pas être assez présente, de pas être assez là pour les autres. Mais toutes ces peurs-là, ce que tu disais, c'est qu'en fait, ça s'arrête jamais. Tu as ton cerveau qui surchauffe en permanence, Mmh. de cette quête-là. Ça vient forcément avec, beaucoup, beaucoup d'épuisement. Heu, Comment est-ce que tu es arrivé à apaiser, ton rapport à la santé mentale? Comment est-ce que tu es arrivé à prioriser justement, ta santé mentale? Par quelles étapes tu es passé? Qu'est-ce qui a été difficile pour toi? Je pense que très tôt, je sais pas si on peut parler de réflexe de survie, mais en tout cas, de manière de me préserver, ça a été de m'isoler, en fait, de me couper de tout ce qui pouvait me générer ça. Donc j'ai toujours adoré le contact avec les gens parce que ça me donne, une super énergie, mais en même temps, en parallèle, j'avais besoin
de me couper pour me réénergiser. Donc il y avait ce truc de s'isoler, pour prendre du temps pour moi, pour aussi un peu comprendre ce qui se passait. De faire des activités aussi, pour moi, tu vois? Que ce soit à travers, la lecture, à une époque, j'écrivais un peu, donc ça pouvait être, l'écriture. Depuis peu, depuis quelques années, j'ai commencé un peu à peindre. Bon, bah, ça me permet, tu vois, de m'apaiser. Donc il y avait un peu toutes ces activités qui pouvaient me permettre de me faire du bien. Et puis à un moment donné, quand j'ai commencé à me rendre compte, pardon, que je me sentais quand même enfermée dans quelque chose d'assez large et que ça commençait à me poser des problèmes dans ma vie, surtout en termes de réalisation par rapport à ce que j'avais envie de faire, ce que j'avais envie de mettre en place, la manière que j'avais envie de vivre ma vie. Je me suis dit: «OK, là, en fait, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'introspection, donc je captais déjà beaucoup de choses vis-à-vis de moi-même, mais je me suis dit: "À un moment donné, il va falloir que j'aille chercher de l'aide", en fait, parce que, j'en avais marre de me tirer une balle dans le pied constamment, en fait, parce qu'à titre d'exemple, quand on est constamment sur, les projets des autres et pas parce que les autres l'ont demandé, hein, mais juste parce qu'on est super content de les aider et tout, bah, on met pas au plus d'énergie sur nos propres projets et à un moment donné, je me suis dit: «OK, là, faut que je prenne le taureau par les cornes et que je regarde la situation en face» et donc c'est là que, j'ai commencé à m'intéresser à la thérapie, avant d'entamer une thérapie qui a duré 3 ans. Je suis passée par différents thérapeutes mais bon, voilà, ça matchait pas toujours. Je suis passée par la sophrologie, enfin j'ai voilà, j'ai fait différentes choses en termes d'accompagnement qui m'ont permis de prendre du recul sur la situation et comprendre ce qui me bloquait et trouver surtout des manières de voir les choses autrement et d'apprendre un peu plus à me prioriser. Donc voilà. Mais tu es d'accord quand même que passer de se sacrifier en permanence pour les autres, même si c'est chouette et que tu le vivais pas comme un sacrifice à 100, mais le fait est Mmh, que si tu consacres 100 de ton temps aux autres, forcément, bah, il y a plus beaucoup de temps pour toi, même 80, hein. Et en plus, ce qui est hyper intéressant, ce que tu dis, c'est que tu te donnais à fond pour les autres alors que les autres n'avaient rien demandé. mmh, Et c'est quelque chose qu'en tant qu'être humain, on fait tous, toutes et tous, naturellement, hein. Je ne te jette pas la pierre. Bibi est pareil que toi oui, et oui. que tout le monde. Mais, pour quand même passer de: «Je me donne à fond pour les autres, je me sacrifie, je me plie en 4 pour les autres» à, «J'apprends à prendre du temps pour moi», enfin, ça se fait pas en un claquement de doigts. Quelles ont été les étapes pour toi? Les étapes, clairement, enfin, ça a pris déjà en termes de temps, de durée, tu vois? Ça a pris, des années dans le sens où, je pense qu'il y a commen j'ai commencé à avoir, à me rendre compte vraiment qu'il y avait des choses qu'il fallait que je travaille il y a 10 ans. Je me rappelle l'année de mes 28 ans, ça a été assez remuant. J'ai eu une, relation sentimentale qui a capoté, et pas dans le sens, positif comme parfois on l'utilise, je crois, côté Canada. Et là, ça a remis plein de choses en perspective et je me rappelle qu'à ce moment-là, je me suis dit: «OK, faut que je travaille sur moi et quels sont mes besoins, mes envies, mes attentes». Et après il y a vraiment eu, ça a été du step by step dans le sens où, que ce soit entre l'introspection ou, le début de la thérapie. Pareil, quand je suis rentrée à l'école de coaching, évidemment quand tu commences, une formation de coaching, il y a aussi tout ce travail sur toi que tu dois faire et qui est hyper important, qui m'a permis, bah, justement de regarder aussi certaines choses, en face pour m'assurer que je faisais les choses correctement niveau coaching et les étapes en fait, si tu veux, aujourd'hui, j'arrive pas à me dire vraiment, tu vois, il y a eu telle étape, telle étape, telle étape. Ça a été vraiment à travers le à travers le temps, petit à petit, il y a eu des prises de conscience, il y a eu aussi, tu sais, toutes les personnes que tu rencontres, enfin, hem toutes les personnes que j'ai pu rencontrer sur ne serait-ce que les 10 dernières années, ça m'a vraiment permis de mieux apprendre à me connaître aussi et c'est là où c'est intéressant, c'est que
parfois quand on est dans une situation où on n'est pas forcément bien ou quoi, on se retourne vers soi-même, ce qui est, je pense, très important. Mais je trouve que l'autre a aussi une place, à jouer pour nous aider aussi à comprendre, qui on est, ce qu'on veut, les limites qu'on veut poser, et cetera. Donc ouais, c'est pas, tu vois, par rapport à ta question de, les différentes étapes, je pense que, voilà, il y a eu différents moments, que ce soit à la fin de la thérapie, que ce soit, différentes rencontres qu'il y a eu, qui m'ont permis de mettre des choses en place petit à petit. Et le côté, tu sais, un peu test and learn, quoi. On comprend certaines choses, on teste, ça va pas, la vie nous représente quelques trucs sur le chemin pour voir si on a compris, la leçon et puis on continue et on recommence, ouais. Moi, ce que j'entends dans ton partage, c'est qu'il y a eu quand même, plusieurs moments dans ta vie, plusieurs fois où tu t'es dit, «J'en peux plus de vivre comme ça, en fait». Tu parlais justement de voir que tu étais frustrée et en colère de pas arriver, à enfin, de continuer de procrastiner sur des choses que tu avais envie de mettre en place, et que finalement, c'est dans ces moments-là où tu t'es dit: «En fait, non, là, j'ai besoin d'aide» et bon, franchir le cap d'aller, demander de l'aide, je pense que tu es d'accord avec moi, ça se fait pas en une nuit non plus, c'est un Mmh. cheminement. C'est en ça que tu as dit aussi que ça avait pris, du temps, que c'est le temps qui t'a aussi, aidé à prioriser ta santé mentale. Mais finalement, une des clés essentielles, ça a été de t'entourer de personnes qui pouvaient t'aider et à te reconnecter à toi. Tu parlais tout à l'heure de sophro, de thérapie, on parle bien de se reconnecter à son corps et aussi à sa tête, d'être curieuse, vis-à-vis de soi et de plus être dans le jugement, à se dire, tu sais, à se taper dessus en mode, «Bah, voilà, je suis incapable de, faire ci, je ne peux pas dire non, je dois toujours dire oui, je devrais faire mieux» et cetera et en fait, au contraire, toi, tu disais: «J'ai pris le taureau par les cornes». Finalement, tu t'es dit: «Bah, pourquoi j'en suis là? Je j'ai envie de faire les choses autrement, j'ai envie de me sentir mieux» et c'est passé, bah, pour toi par, la sophro et la thérapie notamment. Hem, Cette reconnexion à toi, heu, ça a été difficile pour toi? C'était inconfortable, confortable? Qu'est-ce que ça t'a appris? Je sais pas si le terme adapté, dans ce que je vais dire, c'est confortable, mais en tout cas, ça a été positif par rapport à des choses que j'ai compris. Parce que comme dans ma personnalité de base, j'aime bien comprendre, creuser, j'étais, soulagée et en même temps excitée de découvrir un peu ce qu'il y avait derrière certaines choses, de mieux comprendre les rouages de certains comportements et certains modes de pensée. Ce qui a été inconfortable, c'est les moments où en fait, j'étais dans le déni, où il y avait des choses que je refusais de voir et que ce soit quelque chose qui soit adressé par un ami ou par la psy ou voilà. Parfois, il y a des choses qu'on n'est pas capable d'entendre à l'instant T et qu'on sera capable de comprendre plus tard. Donc ça a été des moments inconfortables, mais ce que j'ai appris avec le temps, c'est que d'une certaine manière, c'est OK et c'est important aussi de laisser le temps aux choses pour les processer. Si tu es pas capable de les entendre à ce moment-là, c'est que c'est peut-être pas le bon moment pour toi et que ce sera un autre moment. Sans forcément, se dire, enfin, je veux dire, s'il y a des comportements à changer, tu vois? De se dire, heu de laisser le truc et de l'enfermer et de jamais le regarder. C'est juste se dire: «OK, moi j'ai besoin de temps pour comprendre ce qui se passe». Donc oui, il y a eu des moments forcément, c'était pas très drôle de regarder certaines réalités en face, je suis quelqu'un qui me remet énormément en question, donc je sais que je suis capable de prendre ma part de responsabilité. Mais soyons honnêtes, on est des êtres humains et il y a des moments, comprendre la part de responsabilité qu'on a sur certaines choses, c'est pas ça fait pas plaisir, c'est pas agréable. Tu vois, on parlait tout à l'heure du côté, proposer l'aide, tu vois, alors que la personne l'a pas demandé. Bon voilà, ça remet un peu à ta place 3 secondes, tu vois? C'est quand j'étais à l'école de coaching, le jour où j'ai découvert, cet outil de la trousse du sauveteur, où on t'explique que, il y a ce questionnement à avoir sur: «Est-ce qu'on t'a demandé de l'aide? Est-ce que tu en as envie? Est-ce que tu as les compétences?» machin. Pour moi, ça a été un peu la douche froide, cette trousse du sauveteur parce que, je me suis retrouvée.
arrivé à me rendre compte que dans pas mal de situations, c'était pas que je forçais, hein, l'aide, parce qu'évidemment si la personne ne voulait pas, j'allais pas forcer, mais où très souvent je proposais l'aide, avant que les personnes, les demandaient. Alors ça pouvait être, très agréable, je pense, pour les personnes sur certains aspects, mais voilà, tu sais, ça rajoutait une pression supplémentaire, donc ouais, donc en tout cas, se regarder en face, accepter qui on est, que ce soit dans les qualités ou dans les défauts, c'est pas toujours agréable, mais ça fait partie aussi du processus. Quand on travaille sur sa santé mentale, c'est comprendre aussi, où est-ce qu'on a des choses à changer et que c'est pas de la responsabilité de l'autre, forcément, mais aussi de la nôtre, quoi. Ce que tu dis sur, la trousse du sauveur, c'est, une des 3 positions du triangle dramatique de Karpman. J'en parle aussi, régulièrement sur le podcast. La position de sauveur, en fait, donc dans le triangle de Karpman, il y a victime, bourreau, sauveur et en fait, pour qu'il y ait un sauveur, il faut qu'il y ait une victime et un bourreau et pour qu'il y ait un bourreau, il faut qu'il y ait victime ou sauveur et pour qu'il y ait une victime, il faut qu'il y ait sauveur ou bourreau. J'ai fait le tour et donc en fait, effectivement, on est dans une société, même encore aujourd'hui à notre époque, tournée vers la position de sauveur. On doit toujours aider l'autre. On doit, et c'est très souvent comme ça dans les religions. Je vise pas une religion en particulier, mais on est dans une dans une, ouais, on nous met dans une posture de sauveur, de: «C'est à moi d'aider l'autre, l'autre a besoin de moi, je suis nécessaire pour que l'autre aille bien», et finalement on donne toute notre énergie, toute notre attention à l'autre et c'est là où c'est un peu pervers, c'est qu'on est dans l'attente que l'autre fasse la même chose pour nous et de la bonne manière, de la manière qui nous correspond. Sauf que l'autre n'est absolument pas capable de savoir ce dont on a besoin et puis surtout, on n'a pas appris à dire non. On nous a appris que si on dit non, bah, on rejette l'autre. Alors que c'est absolument pas le cas puisque en fait, quand on dit oui alors qu'on a envie de dire non, on est déjà dans le rejet de l'autre, on est dans le rejet de l'instant présent, on est dans le rejet de la connexion puisqu'on n'arrive pas à être soi, à être authentique ces instants, dans ces situations de vie. Et finalement, ce que tu dis aussi, c'est que, bah, ça fait mal, hein, de se rendre compte qu'on est dans ce triangle dramatique. Mmh. Ça fait mal de se rendre compte que putain, j'en suis là à cause de moi finalement et en fait, c'est quelque chose que je partage, très souvent en coaching et que j'ai moi-même vécu et ça peut encore m'arriver de me prendre une petite douche froide de temps en temps parce qu'après tout, nous sommes des êtres humains. Mmh. C'est de se rendre compte qu'en fait, si je choisis de rester, dans ma vie telle qu'elle est, sans me remettre en question, sans essayer de comprendre pourquoi j'en suis là, bah, finalement déjà je reste dans une position de victime. C'est-à-dire que je subis la situation, je subis les il faut et les je dois, je subis, le bon vouloir, des éléments de la planète et des gens et cetera. Donc ça, c'est franchement inconfortable, mais si je décide de prendre, ma responsabilité, quant à mon bien-être, quant à mes émotions et cetera, bah, c'est aussi très, très inconfortable, hein. C'est très Mmh. inconfortable parce que du coup, tout repose que sur moi, sachant que déjà de base tout repose sur nous, mais on se raconte l'histoire que ce n'est pas le cas et donc on se retrouve et c'est exactement ce que tu dis, à devoir choisir entre ma situation qui est inconfortable ou bien le changement qui est inconfortable. Sauf que, l'inconfort dans la première situation ou celle où on subit notre vie, où on se déresponsabilise, l'inconfort, il est sur le long terme et quand on choisit de se responsabiliser pour notre bien-être et notre santé, eh bien l'inconfort, il est court terme parce que c'est le bien-être qui va prendre le dessus sur le long terme. Je te vois que tu hoches la tête, tu souhaites rajouter quelque chose à propos de ça? Heu, non, je pense que c'est très vrai ce que tu dis et c'est vrai qu'il y a pas, comment dire? Il y a pas de situation, parfaite et je pense que l'inconfort fait partie aussi de la vie et je pense que l'accepter, c'est déjà d'une certaine manière une certaine, délivrance. C'est aussi souvent pour ça que je dis, que ce soit tu vois, en coaching ou même de manière générale dans la vie de tous les jours, c'est que,
C'est que rien n'est impossible, mais ça veut pas dire que ce sera facile. Ça veut pas dire non plus que ce sera, forcément, une horreur. Mais mais en tout cas, quand il s'agit de changement, il y a forcément une zone d'inconfort et quand on change pas les choses, il y a aussi une zone d'inconfort, mais dont on a peut-être moins conscience parce qu'au final, on s'y retrouve dans certaines choses. Donc c'est là où ouais, où c'est très intéressant de travailler, ouais, sur ce qu'on veut vraiment changer, ce qui est important pour soi. Mais oui, voilà, il y a cette part d'inconfort, un peu comme tu disais, qui est importante à accepter, quoi qu'il advienne, parce que ça fait partie de la vie, quoi. Qu'est-ce qui t'a, aidé à persévérer, dans le fait de prioriser ta santé mentale? Alors, ce qui m'a aidée à persévérer, c'est que, consciemment ou inconsciemment, le sujet de la santé mentale a toujours, été dans ma vie, en fait, très, très tôt et dans le sens où, heu c'est quelque chose pour lequel j'ai toujours eu envie de militer. C'est-à-dire, alors encore une fois, ce côté un peu beaucoup protéger protéger les autres. Hem, mais pour moi, il y avait un côté très tôt, hein, quand j'étais jeune où, je trouvais ça normal de devoir parler des émotions. Je trouvais, ça veut pas dire que c'était facile, hein, mais je trouvais ça normal de parler de santé mentale, même si clairement, quand j'étais plus jeune, on n'était pas encore dans une époque où on parlait clairement de santé mentale. Hem donc déjà, clairement, ce qui m'a boosté, qui m'a permis de persévérer, c'est cette intention de base avec laquelle je vis au quotidien de protéger la santé mentale. Heu et ce qui m'a aussi aidé à persévérer de plus en plus, c'est de voir les changements, en fait. C'est-à-dire que tout ce que j'ai pu, travailler sur moi, de voir des choses qui commençaient à changer dans mon comportement, dans ma manière de poser des limites, de me préserver et de voir que, les gens qui m'appréciaient et qui étaient bienveillants ne disparaissaient pas parce qu'évidemment, il y a ce truc, hein, j'imagine que c'est des choses que tu vois beaucoup en coaching, mais ce truc de, pas poser de limites parce que, on a peur d'être rejeté, on a peur de pas être aimé, finalement, quand j'ai commencé un peu plus à dire non, je me suis rendu compte que je perdais pas forcément les gens autour de moi, même voire pas du tout et qu'au contraire, j'ai même vu des personnes, être, fières de me voir dire, un peu plus non, un peu plus de m'imposer. Donc tu sais, c'est toutes ces petites victoires comme ça au quotidien de moments où tu vas te dire, «Ah oui, ça vaut le coup». C'est pas forcément facile au quotidien parce que ça rajoute, hein, des réflexions et cetera, mais ça vaut le coup et surtout tu es dans une énergie de mouvement, en fait, je trouve donc ça en tout cas perso, à chaque fois, il y a ce truc de j'ai envie de voir un peu plus loin jusqu'où ça peut encore aller, de ce que je peux encore travailler, sans forcément être dans le truc de, tu sais, la meilleure version de soi-même où on passe notre temps à vouloir se modifier. Mais ouais, en tout cas de voir quelle pourrait être la prochaine, victoire, quoi. C'est, hyper juste ce que tu dis et c'est effectivement, quelque chose que j'ai moi-même expérimenté et que, mes clientes redoutent et pour autant, heu, la question de poser nos limites. Combien de fois on se dit: «Non, mais si là je lui dis non, c'est sûr on m'invitera plus jamais, c'est sûr je vais passer pour une nana, ingrate ou pas sympa ou pas cool ou, pas une bonne maman, une bonne amie, une bonne compagne». Alors Mmh. qu'en fait on est des êtres qui avons besoin de limites. Si on ne met pas de limites, notre cerveau, il part en vrille, en fait. Hem, quand on et donc la raison pour laquelle on s'imagine le pire scénario, quand on voilà, si on se dit: «Bah, je veux poser mes limites, je vais lui dire non» ou «Là, je vais décider de pas sortir finalement parce que je me sens fatiguée». C'est une question de neurosciences, hein, c'est vraiment nos biais cognitifs. C'est, notamment le biais de pessimisme. C'est-à-dire notre capacité à anticiper le pire scénario qui est couplé au, biais de l'effet de probabilité. Donc puisque ça pourrait se produire, c'est sûr que ça va se produire, hein. Puisque Mmh. j'anticipe le pire, c'est sûr que, voilà, on va me faire une remarque désagréable parce que j'ai décidé de pas venir ce soir. Hem
Sauf qu'en fait, toi, ce que tu as expérimenté, c'est que finalement, hem, bah, en disant non la première fois, voilà, en posant tes limites, bah, ça allait. Les gens étaient toujours là, au contraire, il y en a qui t'ont encouragé et toi, tu as pris ces encouragements, tu as pris ces mains tendues et ces sourires et ça t'a donné confiance pour continuer pour plus tard et en fait, pour avoir confiance en toi, en soi, pardon, pour s'affirmer, ça passe par passer à l'action. Parce qu'une fois qu'on passe Mmh, à l'action, on se rend compte qu'on l'a déjà fait et que du coup, on peut le refaire à nouveau. Alors ça veut pas dire que c'est toujours facile et qu'on est tout le temps, que c'est toujours accessible pour nous, mais en tout cas, c'est une compétence qu'on a déjà acquis et aussi ce que tu as dit qui est hyper, encourageant, c'est de se rappeler de pourquoi est-ce que tu décides de prioriser ta santé mentale, de garder cette intention. Pour toi, ça fait sens, notamment parce que tu vois de manière très concrète dans ta vie les bénéfices que ça a. Effectivement, quand tu, décides de pas, je garde l'exemple de la sortie, mais quand tu décides de pas sortir alors que tout le monde sort, bah, effectivement, ça fait un peu chier parce que bon, bah, voilà, je suis pas avec les autres, il y a la peur du manque de bon, bah, je vais louper ce moment-là. Mais en même temps, tu sais aussi très bien que si jamais tu sortais à ce moment-là, tu aurais pas passé la meilleure soirée de ta vie et surtout, tu sais que là, tu seras contente de revoir les gens le lendemain potentiellement parce que tu auras été en forme. Tu auras pris soin de toi, tu auras rechargé tes batteries. C'est hyper concret finalement comme résultat pour le cerveau de se rendre compte que, bah, ça va, je suis en sécurité et en plus ça se passe bien. mmh. Est-ce qu'il y a d'autres, choses que tu te disais ou que tu te dis pour continuer de prioriser ta santé mentale? Ce que je me dis aujourd'hui, c'est que, et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, hein, de manière générale en termes de propos, c'est que, il peut pas y avoir de bonne santé sans une bonne santé mentale, en fait et où du coup, il y a vraiment et de plus en plus, à chaque jour, j'y pense si je veux pouvoir être en forme physiquement, il faut aussi que je sois bien dans ma tête. Donc il y a vraiment ce truc de: «Qu'est-ce que je peux mettre en place qui me convient?» parce qu'il y a toujours cette histoire de trouver nos propres manières pour préserver, ma santé mentale. Que ce soit, par, l'activité physique, soit par des activités, manuelles. Mais il y a vraiment ce truc de voir la santé dans son ensemble et de se dire, «Je veux focuser sur ma santé mentale parce que je veux focuser sur ma santé tout court». Parce que c'est ça la priorité avant toute chose et quand on décide de se concentrer sur sa santé, ça veut dire aussi, bah, se concentrer sur soi et tu sais, il y a ce principe, hein, qu'on dit souvent pour pouvoir mettre l'oxygène sur les autres, il faut d'abord que tu te mettes sur toi. Donc c'est ça aussi, c'est vraiment, si je veux pouvoir, continuer de m'occuper des autres dans une certaine mesure, que ce soit moi en tant que tu vois, dans ma vie personnelle avec mes amis, ma famille ou à titre professionnel que je veux pouvoir, mettre le plus possible de week-end déconnexion en place et cetera. C'est hyper important que je me concentre sur ma santé tout court et donc ma santé mentale et il y a quand même plein de fois où on voit, hein, comment ça s'appelle? Des problèmes de santé physique qui sont justement, liés à la santé mentale, et vice versa. Donc voilà, tout est connecté comme je dis souvent, donc c'est faire attention à tout ça dans son ensemble, quoi. Ah bah, ce qui est certain, c'est que quand on n'a plus de vue, on peut aider personne, hein. Donc c'est essentiel parce que tu vois, dans notre société, on se fait vraiment cette image d'opposition. Puisque je prends soin de moi, je ne peux pas aider les autres et puisque je prends, du temps pour les autres, je peux pas, enfin, c'est pas possible pour moi de prendre du temps pour moi. En fait, non. Quand on parle de prioriser sa santé mentale, ça veut pas dire devenir une grosse connasse qui pense qu'à sa gueule et qui, est plus là pour personne. Mmh mh. Non, mais je le dis Mmh. parce que c'est un peu ce qu'on se dit dans notre tête, mais qu'on Non, dit tu à as raison. personne. C'est au contraire, décider de prendre du temps pour soi, d'être là pour soi, de recharger ses batteries, c'est possible, c'est compatible avec le fait d'être là pour les autres. Les autres ne sont pas là 100 pour vous parce qu'en fait, ils ont une vie. Ils ont besoin de manger, ils ont besoin d'aller au travail, ils ont besoin de faire plein de choses. Heu, Eux-mêmes ne sont pas là H24 à côté de toi en disant: «De quoi tu as besoin? Laisse-moi, je vais t'aider». Donc en fait, on Mmh. peut très bien aider les autres et aussi, être là pour soi, s'aider soi.
Et puis, ce que tu dis aussi par rapport, à la santé physique et à la santé mentale, c'est évident que c'est lié. Regarde, tu disais tes brûlures d'estomac, bizarrement, depuis que tu prends, plus soin de ta tu me dis oui, en vidéo, mais depuis que tu prends plus soin de ta santé mentale, il y a moins de maux de tête et moins de brûlures d'estomac. C'est quelque chose que j'expérimente moi aussi avec, l'endométriose et l'adénomiose. Le cortisol est inflammatoire, mes 2 maladies sont inflammatoires. Si je prends soin de moi, mentalement, c'est-à-dire à mieux réguler mes émotions et à me reposer aussi quand j'en ai besoin, que ce soit physiquement, mentalement ou émotionnellement, bah, bizarrement, j'ai beaucoup moins de douleurs, Mmh. j'ai moins besoin de prendre des médicaments. Enfin, tout est lié effectivement et ce que tu disais aussi, en termes d'intention, de pourquoi est-ce que tu veux continuer de prioriser ta santé, mentale, c'est pour le mieux vieillir. C'est le voilà, parce que la santé physique, c'est une chose, mais en fait, c'est un tout et tu souhaites, C'est vrai. mieux vieillir. Alors je dis pas bien vieillir parce que ça vient avec beaucoup trop de pression, mais c'est le mieux vieillir, le vieillir du mieux que possible et c'est ça qui t'aide finalement, si je comprends bien, à continuer de prioriser ta santé mentale. Qu'est-ce que tu voudrais dire à la toi de l'époque qui flippait à l'idée de prendre soin de sa santé mentale? Je pense que je lui dirais qu'il y a bien plus de bénéfices qu'elle ne le pense, que, justement en lien avec ce qu'on vient de dire, que c'est OK de de se de se regarder un peu le nombril 3 secondes et de regarder ce dont on a besoin et que justement, bah, c'est comme ça qu'on est encore plus en mesure de pouvoir être tourné vers les autres et qu'il y a pas mort d'homme à se préoccuper de soi, bien au contraire. Donc ouais, je lui dirais, je pense d'avancer dans cette direction en s'inquiétant moins de du risque que ça peut avoir pour les autres, mais plutôt des bénéfices que ça a pour elle, quoi. Surtout qu'en apprenant à prendre soin de soi, c'est un cercle vertueux parce que du coup, ça encourage les personnes autour de nous, ça les autorise, à faire de même et du coup, c'est un cercle vertueux parce qu'on attire aussi des personnes qui sont dans la même veine que nous donc c'est tout bénef et pour tout le monde. Ah oui, oui, complètement. Je trouve qu'aujourd'hui, on vit dans une société qui est quand même, très individualiste, et ça m'attriste sur plein d'aspects et je sais très bien que je suis loin d'être la seule à être attristée par ça et c'est là où, ouais, j'ai encore plus envie d'encourager, que ce soit déjà moi-même et les autres, à faire attention à eux pour aller plus vers les autres parce que je pense qu'il y a une part du mal-être de la société aujourd'hui qui vient, bah, justement du mal-être individuel et qui fait que ça devient compliqué de se tourner vers les autres et c'est triste, en fait, parce que perso, c'est pas ma conception de la vie. On est là tous ensemble et on est censés, dans un monde idéal, se tenir la main et pas se cracher dessus. Donc ouais, c'est vraiment, se préoccuper de soi pour, justement pouvoir se préoccuper des autres, ouais. Je partage la même croyance que toi. J'ai la croyance que pour que le groupe aille bien, il est nécessaire que chaque individu aille bien, soit heureux, soit épanoui et sans ça, le groupe n'ira pas bien. Hem, où peut-on suivre ton travail du coup? Alors sur Instagram, sur le compte, alors c'est Human Minds et pour le compte, c'est human, point minds, donc HUMAN point MINDS. Donc sur ce compte, je partage, des informations liées justement aux besoins de pause, au fait de savoir s'arrêter, des bénéfices du fait, de s'arrêter et de pouvoir communiquer, bah, justement sur des événements comme les week-ends des connexions qui permettent justement à tout un chacun de se préoccuper de soi pour mieux se préoccuper des autres. Merci beaucoup Merci Camille. et pour aller plus loin, voici les épisodes complémentaires suivants. Le 37 sur la peur de passer pour une égoïste et c'est aussi dans celui-là que je te parle du biais de, pessimisme et de l'appel à la probabilité. Ensuite, le 42 sur comment utiliser tes pensées à ton avantage. Le 44 sur comment, faire plaisir à l'autre sans s'oublier. Le 49 sur comment déléguer avec sérénité. Le 53 sur le triangle dramatique de Karpman. Le 63 sur quoi faire de ta culpabilité. Le 74 sur les limites. Le 76 sur les besoins. Le 77 sur le perfectionnisme. Le 78 sur les émotions. Et le 90 sur le fait de ne pas arriver à prendre soin de toi. Et voilà pour aujourd'hui. Et toi, que retiens-tu de cet épisode? Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour consulter les sources ou bien lire cet épisode, sache que sa retranscription est disponible dans les notes du podcast. Et si tu souhaites
en savoir plus sur mon travail ou bien si tu cherches à t'abonner à ma newsletter, direction mon site internet www.lacochecalmine.com. Et tu peux aussi me rejoindre sur ma page Instagram, @lacochecalmine. Prends soin de toi.